Je vais passer la parole à Blanche Renaudin, dont j'aimerais qu'elle nous explique en fait exactement tous les besoins qui existent aujourd'hui dans l'action humanitaire. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? De quoi les acteurs de l'humanitaire ont besoin? Voilà, qu'elle fasse un petit tour de champ en fait, pour savoir où les designers peuvent agir. Bon, la question est très large. Je reviendrai en fait sur donc, cette notion de design humanitaire. Moi, j'ai eu la même réflexion a priori que M. Riefman, c'est-à-dire que a priori, je ne voyais pas le lien de premier abord. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en fait, dans le secteur humanitaire, de plus en plus, on enrichit, notamment dans le cadre de la démarche qualité, on se sert des acquis et du professionnalisme développé dans le cadre du secteur privé qu'on intègre dans le secteur humanitaire. Et le secteur humanitaire s'est énormément enrichi de ces apports-là. Et d'ailleurs, on constate que ça fonctionne dans les deux cas, parce que dans le secteur privé, et pour avoir également eu de l'expérience dans le secteur privé, on se rend compte que les gens ont également une quête de sens, et que voilà, donc les deux se marient bien, tout à fait. Et dans le cadre du secteur humanitaire, en fait, ça rentrerait dans ce qu'on appelle les activités, le département logistique, c'est-à-dire tout ce qui va être support au programme humanitaire en tant que tel. Le programme humanitaire étant les activités eau, assainissement, santé, alimentation, etc. Et dans le cadre donc, de ce département, de ces fonctions d'appui logistique, on se rend compte que ce qui est intéressant, un des constats qu'on a pu avoir, donc là je parle en tant que référente environnement, un des constats qu'on a fait dans le secteur humanitaire, c'est de se dire, ok, très bien, il y a de l'action humanitaire, ça répond à des besoins auprès des populations, c'est parfait. Mais on s'est rendu compte en fait que, pour revenir également sur le do not harm, qui est un des principes clés d'humanitaire, ne pas nuire, on s'est rendu compte en fait que certaines de ces actions avaient en fait des impacts négatifs. Et avaient des impacts négatifs, entre autres, donc ça peut être du domaine culturel, social, etc. Et entre autres, sur l'environnement, d'accord, l'environnement pouvant être pris au sens très large. Or, le problème, c'est que les populations auprès desquelles on vient en aide sont des populations qui sont vulnérables et qui dépendent grandement de leur environnement pour pouvoir vivre. D'accord ? Je pense que ça apparaît clair qu'à partir du moment où il y a un environnement qui est dégradé, à ce moment-là, les populations vont avoir plus de mal à pouvoir tirer profit de cet environnement pour pouvoir subvenir à leurs propres besoins. Donc ce qui est intéressant dans le cadre de cette démarche d'allier le design à l'humanitaire, c'est un moment de se dire, ok, à un moment on est obligé d'apporter des produits manufacturés en Occident, en France ou ailleurs, d'accord, type les plum peanuts et les cartons que vous avez devant vous. Mais le problème, c'est que une fois que ces produits sont utilisés, qu'est-ce qu'on fait de ces déchets, d'accord? Et qu'est-ce qu'on fait de ces déchets et comment est-ce qu'on va fabriquer ces produits-là? Ces produits qui peuvent être le carton, qui peuvent être les emballages dans lesquels sont les plum peanuts, dont Nutri7 parlera plus longuement. On peut peut-être expliquer de quoi il s'agit, parce que je ne suis pas sûre que le public soit totalement averti des cartons sur lesquels il est assis. Donc là, c'est la parole. Voilà, peut-être que Laura Le Bastard ou Guillaume Sauvage pour Nutri7, vous pouvez expliquer ce qu'est le plum peanut, s'il vous plaît. Le produit plum peanut est un aliment thérapeutique qui permet de réhabiliter les populations, enfin les personnes atteintes de malnutrition aiguë sévère. Donc bien souvent des enfants, car ce sont les personnes les plus fragiles. C'est un aliment thérapeutique qui est utilisé dans le cadre de programmes que mettent en place les ONG. Alors, pour donner un ordre d'idée de grandeur, sur l'année 2011, nous avons envoyé donc, dans les pays du Sud environ 20 000 tonnes de produits plum peanut. Voilà. Sachant qu'on va dire qu'à peu près un carton permet de traiter un enfant malnutri aigu sévère. Juste pour préciser, effectivement, aujourd'hui, avec 20 000 tonnes, il y a aujourd'hui à peu près un peu plus de 2 millions d'enfants chaque année qui sont pris en charge contre la malnutrition aiguë sévère. Et ce dont il faut se rendre compte, c'est que c'est une révolution au sens où il y a 5 ou 6 ans, ou enfin 8 ans, quand moi j'ai commencé à travailler sur ce domaine-là, il y avait dans le monde
100 000, 200 000 enfants qui étaient pris en charge chaque année parce que ce produit existait déjà mais n'était pas encore massivement utilisé. Et la caractéristique, c'est qu'il est prêt à l'emploi dans des petits sachets, qu'il n'y a qu'à couper, ouvrir le sachet et manger à même le sachet. J'imagine que vous pouvez goûter. Sachant qu'avant l'utilisation de ce produit, avant sa conception et sa fabrication par Nutri-7, les humanitaires n'avaient pour seule solution que des laits thérapeutiques en poudre qui nécessitaient une réhydratation. Et donc l'utilisation d'eau qui malheureusement n'est pas toujours de bonne qualité. Un enfant qui souffre de malnutrition aiguë sévère, si il est de surcroît infecté par une bactérie contenue dans l'eau, malheureusement, généralement, c'est fatal. Donc, il était hors de question de pouvoir distribuer ces laits thérapeutiques en poudre aux mamans des enfants souffrant de malnutrition. Et donc, chaque enfant qui était pris en charge à l'époque devait être hospitalisé pendant généralement une durée d'1 mois. Donc la lourdeur de l'hospitalisation, les coûts liés à l'hospitalisation qui étaient extrêmement importants, traitement 24/24 avec la maman accompagnant l'enfant pendant toute la durée du traitement, donc maman n'étant plus à la maison pour s'occuper du reste de la fratrie et de son époux au passage. Donc c'était extrêmement compliqué. Les organisations humanitaires ne pouvaient pas se permettre d'organiser des centres accueillant plus de 250 enfants. J'en ai moi-même monté d'ailleurs dans pas mal d'endroits, et donc c'était des structures médicales d'hospitalisation extrêmement lourdes et extrêmement onéreuses. Ce produit, du fait qu'il est prêt à l'emploi, a permis soudainement de traiter les enfants, ce qu'on appelle en ambulatoire, c'est-à-dire à la maison. La maman vient donc une fois par semaine au centre de santé, elle récupère les sachets pour traiter son enfant pendant la semaine, et donc chaque semaine l'enfant a un suivi médical et on vérifie que l'enfant reprend bien du poids, etc., etc. Donc comme le disait Rémi Vallet, de quelques milliers de cas par an et par pays que nous arrivions à traiter dans les années 90, nous sommes passés à une possibilité de traiter des dizaines de millions de cas. Puis ensuite d'ailleurs de traiter la malnutrition aiguë modérée et non plus sévère, afin que les enfants qui sont déjà atteints de malnutrition aiguë modérée ne tombent pas dans les états les plus graves de la malnutrition, voire même de prévenir certaines formes de malnutrition avec d'autres produits. Et si je peux juste reboucler sur ce que dit Guillaume, puisqu'on est à une table ronde de produit design, dont je ne suis pas du tout un spécialiste, mais Plum Peanut, c'est typiquement l'exemple d'une question de design au sens développement de produits adaptés à d'un produit et d'un service adapté aux besoins. Alors, je le dis avec autant, on peut moi me soupçonner, je travaille plus pour Nutri-7, donc je le dis avec d'autant plus de liberté que quand Michel Lescane, donc, qui est le fondateur de Nutri-7, a développé ce produit, ce qu'il a cherché, c'était s'affranchir de cette contrainte qui était du lait thérapeutique où il fallait en poudre, qu'il fallait diluer avec de l'eau. Donc il a cherché à s'affranchir de ça. Et ils ont réfléchi, il a testé, il a fait des biscuits, il a fait des gaufrettes, il a fait des Mars super nutritifs, sauf que dans des pays où il fait chaud, les Mars ça fond, donc une pâte finalement était bien plus pratique. Voilà, et donc une fois qu'il y a un bon produit d'un point de vue théorique, c'était un bon produit. Bon, il a encore fallu 10 ans pour que ça s'impose, hein, ou à peu près 10 ans pour que ça s'impose, parce que disposer du bon produit, il y a les changements de pratique qui impliquent des innovations dans le design. J'imagine que ça doit se retrouver dans d'autres domaines du design aussi, d'avoir des choses qui conceptuellement sont absolument formidables, mais qui derrière peinent à s'imposer. Et voilà, et ça reboucle aussi ce que disait Dominique. Le design, l'humanitaire, c'était un peu le monsieur Jourdain du design qui faisait du design sans le savoir depuis tout le temps, avec les sans-frontiéristes qui, dans les années 70, ont un peu théorisé comment on monte un camp de réfugiés, à quoi ça doit ressembler. Guillaume, qui lui a travaillé dans la LOC, contrairement à moi, connaît beaucoup mieux que moi cette partie-là. Il y a l'ouvrage de référence sur la logistique qui circule à MSF, le Massif. C'est un bouquin, il n'y a que du design, c'est comment on monte des latrines adaptées aux conditions du terrain, des tentes adaptées aux conditions du terrain, une pharmacie adaptée aux conditions du terrain, etc. etc. Donc c'est toujours rechercher des solutions. Ça correspond vraiment, j'ai l'impression, à ce que vous racontiez sur la vocation, entre guillemets, noble du design.
Je crois que la seule chose vraiment, le caractère de nouveauté de la question que nous poserions ici serait celle d'un design spécifiquement adapté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on utilise des véhicules Toyota en Afrique, ce véhicule existe déjà, il correspond plus ou moins. Peut-être qu'il y aurait moyen, si l'industrie automobile était intéressée, qu'on développe des véhicules spécifiquement adaptés à ce type d'action. Dans le cas du lait, je suppose que c'était à peu près la même chose. C'était un lait qui était préexistant. C'était pas un aliment qui avait été conçu spécifiquement pour ces terrains d'action. Si. D'accord, Si, bon, je me trompe. Parce que c'est un... Alors, parce que c'est un lait thérapeutique, donc c'était déjà quelque chose qui avait déjà été développé par Nutri-7 en l'occurrence, qui était un lait spécialisé pour soigner des gamins qui sont très mal en point en situation de malnutrition aiguë sévère. Mais à cette époque-là, c'était déjà un grand progrès parce qu'avant, il fallait mettre de la poudre de lait, plus du sucre, plus de l'huile, plus une poudre de perlimpinpin avec des vitamines et des minéraux, plus de l'eau. Donc, il y avait des problèmes de dosage, chaque ONG avec un peu sa recette. Et quand ces laits thérapeutiques prêts à l'emploi sont sortis en 93, c'était déjà une innovation assez majeure où il y avait un peu moins de contraintes de recettes, mais toujours cette contrainte de l'eau. Mais après, bien évidemment, il y a plein de produits qui s'adaptent, mais il y a... on peut prendre dans des domaines très différents, mais dans le traitement du sida dans les pays en développement. Il y a eu le design, là il s'est appliqué, les patients malades du sida en Europe avaient accès à un système de santé de pointe et donc c'était pas si compliqué pour eux, ça l'était déjà, hein, de prendre 5 comprimés le matin, 5 comprimés le soir. C'est plus compliqué sans doute en Afrique, donc il y a eu la volonté de développer des combinaisons thérapeutiques à dose fixe et aujourd'hui les patients ils prennent un comprimé le matin, un comprimé le soir et c'est de l'innovation humanitaire qui a bénéficié aux patients du Nord, parce que les patients du Nord, quand ça a été disponible, ils ont aussi bénéficié de ça. Donc c'est des exemples à rebours assez intéressants. Des systèmes qui ont été mis en place pour tester la charge virale ou les niveaux de lymphocytes T4 des patients séropositifs. Des systèmes simplifiés, bien plus simples que ce qu'on trouve dans les hôpitaux en France. Et une fois que c'est simplifié et que ça coûte moins cher, c'est réapproprié dans les pays du Nord aussi. Donc il y a vraiment un fonctionnement itératif assez intéressant là-dessus. Une question que je poserai simultanément à Antoine et à un représentant de Nutri-7. On parlait de la lenteur, de la difficulté, des obstacles à implanter de nouvelles pratiques, de nouveaux produits. Là aussi, donc ça concernerait l'humanitaire, ce sont des terrains qui ne sont pas exempts de concurrence. Ce sont des marchés. Il y a une économie qui est liée à l'humanitaire. La question qui m'intéresserait donc par rapport au design, ce serait celle de savoir si un des risques n'est pas que le design devienne simplement un argument supplémentaire pour entrer sur un terrain où, encore une fois, les produits, les solutions sont soumises à une concurrence. L'utilisation du design dans le sens où nous l'entendons à Nutri-7 avec l'aide de HDB, ça n'est pas dans un objet de marketing ou de rendre un produit plus attractif. L'objectif de la démarche, c'est de répondre à des besoins avérés des humanitaires comme des bénéficiaires de nos produits, tout en réduisant les contraintes à coût équivalent. Et puis en permettant aux humanitaires de gagner en efficacité. Les humanitaires, qu'est-ce qui les intéresse eux? C'est pas l'environnement en premier. Les humanitaires, en tout cas sur les missions de traitement de la malnutrition ou des diverses formes de malnutrition, c'est de s'attaquer à la mortalité, à la morbidité. Donc l'objectif, c'est via des solutions de design qui n'impactent pas les contraintes, qui ne rajoutent pas de contraintes aux humanitaires qui en ont déjà assez comme ça, de permettre de gagner en efficacité pour réduire cette mortalité et cette morbidité. Donc on a trouvé, on s'attaque là en contact direct avec les humanitaires à identifier quelles sont leurs contraintes.
identifier quels sont leurs besoins. On a des problèmes de température dans les pays du Sud. Il fait froid le soir dans le Sahel, alors que dans la journée, on va avoir 50 degrés. Donc quand on est Médecins sans frontières, on a des pharmacies, on ne peut pas stocker ces médicaments par 50 degrés. Donc on est obligé de poser des clims. Les clims elles-mêmes sont alimentées par des générateurs qui eux-mêmes consomment du diesel. Voilà, donc on essaie de trouver, via des solutions de design, par exemple, de quoi faire du matériau isolant. Les humanitaires achètent les produits de Nutri-7, mais ils achètent aussi les conditionnements dans lesquels se trouvent les produits Nutri-7. Ces conditionnements qui ont été faits par le biais justement du design lui-même pour identifier ce sachet, etc. Donc l'objectif c'est plutôt que de payer le produit, mais aussi les conditionnements, d'acheminer l'ensemble. Donc on va payer des frais de transport pour acheminer aussi des cartons, des sacs, des sacs plastiques, etc. Et après, on va en jeter la moitié. Les sacs, les cartons, etc. On ne va pas du tout les valoriser. Et l'objectif, c'est donc de trouver, via des solutions simples de design, comment aider les humanitaires à mieux remplir leur mandat et à gagner en efficacité en réutilisant ces matériaux, en faisant des matériaux isolants, en faisant peut-être de l'ameublement. Vous êtes vous-même assis là sur des cartons qui ont été assemblés. Voilà, donc l'objectif c'est pas de dire aux humanitaires vous avez besoin de ça, ou de dire aux bénéficiaires vous avez besoin de ça. C'est d'écouter quelles sont leurs contraintes et quelles sont leurs attentes, et d'identifier des solutions qui vont leur permettre de gagner en efficacité à coût équivalent et à contrainte équivalente. Je vais juste rajouter avec un autre exemple assez concret de l'utilité de certaines démarches et approches, notamment comme vous pourrez le voir sur certains des cartons, les cartons rouges Plum Peanut. Au-delà des aspects techniques des cartons concernant leur résistance et concernant les sachets, leur capacité à conserver le produit en gardant toutes ses propriétés nutritionnelles, on a également considéré donc le carton et les sachets comme des vecteurs d'information et des supports qui permettent de transmettre des messages clés qui vont permettre de faciliter la distribution du produit et également la compréhension et la bonne utilisation du produit. Donc des messages clés qui vont concerner l'utilisation directe du produit, mais aussi d'autres messages clés annexes, comme par exemple la promotion de l'allaitement maternel. Donc voilà, là c'est un exemple très concret sur comment, via certaines méthodes et certaines approches, voilà, de design graphique et de communication opérationnelle, on va essayer de mettre en place des outils qui vont servir aux humanitaires et qui vont servir également et être utilisés par les bénéficiaires. Compléter ce que disait Guillaume Sauvage et ce que je disais tout à l'heure, c'était que on s'est rendu compte que évidemment la priorité c'est de sauver des vies, etc. Ça on est tout à fait d'accord, mais il y a ce principe de ne pas nuire. Et ce principe de ne pas nuire, en fait, on s'est rendu compte au fil du temps que finalement, on pouvait avoir des impacts négatifs et que du coup, il fallait faire attention à ça parce que ça pouvait avoir des conséquences néfastes pour les populations, pour leur autonomie, pour leur capacité à vivre de façon autonome dans leur territoire. Et par rapport à ça, ce qui est intéressant avec le lien sur le design, c'est de dire à un moment, sur ces produits, donc type Plum Peanut ou autre, ce qui va être intéressant, ça va être soit de chercher à avoir une deuxième vie de ces produits manufacturés, d'accord, de ces emballages, de ces conditionnements, soit de travailler sur les matériaux même de conditionnement qui vont être utilisés de façon à pouvoir avoir des produits par exemple biodégradables. De plus en plus, on réfléchit à des tentes, par exemple dans des camps de réfugiés, dans des camps de déplacés, à des systèmes de tentes qui puissent être au fil du temps biodégradables. Il y a toute une démarche, ou idem par exemple pour tout ce qui est produits de distribution diverses. Il y a pas mal de recherches qui se fait actuellement sur voilà, les types de matériaux qui vont être utilisés pour pouvoir éviter ou réduire en tout cas cet impact négatif. Et ce qui va être également intéressant, ça va être donc de donner une deuxième vie autant que possible à ces produits, voire lorsqu'il y a des produits toxiques, des produits nuisibles, d'avoir tout un système, une mise en place de systèmes de gestion des déchets, toujours dans cette même optique de ne pas nuire. D'accord ? Donc il y a différentes approches.
qui sont tout à fait complémentaires les unes des autres et qu'il faut garder à l'esprit quand on travaille sur du design dans le secteur humanitaire. C'est pas... Voilà, il y a ces différentes approches.